Alors bonjour Madame Lisa Kamen Hirsig. En fait, on vous reçoit aujourd'hui pour votre livre. J'ai voulu vous recevoir pour ce livre en fait, La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Le sous-titre, c'est Comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants. Et c'est un livre qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça que j'avais envie de vous entendre nous parler de ce livre et nous expliquer un petit peu, eh bien, ce qu'il y a dedans pour donner envie de le lire, évidemment. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Alors, avant tout, bonjour Cyril et merci de votre invitation. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis enseignante depuis une vingtaine d'années. J'ai choisi d'enseigner à l'école primaire après un parcours dans la publicité, la communication et dans le conseil en général. J'ai fait du conseil en recrutement après avoir fait des études de droit. Donc j'ai un parcours un peu pas très cohérent, on va dire, mais à la trentaine à peu près, j'ai eu envie d'enseigner. Donc j'ai passé le concours, comme tous les gens qui veulent enseigner en France, malheureusement, c'est-à-dire qu'on doit passer un concours, se conformer à ce que l'institution attend de nous pour accéder à ce métier. Donc j'enseigne depuis une vingtaine d'années à l'école primaire dans ce qu'on appelle les écoles privées catholiques sous contrat. Donc, des écoles qui appliquent le même programme que l'éducation nationale et qui recrutent leurs enseignants de la même façon. D'accord. Je suis double nationale, je suis franco-suisse, qui me donne souvent, on va dire, un regard un petit peu distancié et en tout cas un angle de vue peut-être parfois un petit peu différent des Français. Voilà, j'ai presque 50 ans, j'ai deux petits garçons qui sont scolarisés tous les deux. Voilà, vous savez à peu près tout. Ben, c'est parfait, merci beaucoup. Alors, on va passer directement au livre. Dans le premier chapitre, vous nous parlez beaucoup des nouvelles technologies et de la problématique qu'il y a autour de celles-ci dans l'enseignement, et puis des problématiques autour des écrans et des jeunes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu bien en quoi la technologie est un problème à l'école aujourd'hui, selon vous? Alors, de mon point de vue, l'informatique, le numérique n'a pas sa place à l'école primaire, en tout cas pas obligatoirement. Le problème pour moi, c'est général dans tout le livre, le problème pour moi n'est pas la proposition pédagogique, le problème pour moi est l'obligation pédagogique. Ce qui vient d'en haut, ce qui vient de l'État, est imposé aux enseignants, est imposé aux chefs d'établissement. En 2014 ou 2015, quand Madame Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale, euh, le ministère a été pris d'une espèce de frénésie d'imposer le numérique partout dans les écoles au nom de la lutte contre la fracture numérique. Une supposée fracture numérique. Alors tout ça est très joli sur le papier, c'est cette idée qu'il faut lutter contre les inégalités en général et que en particulier il y aurait comment dire, une injustice qui ferait que les enfants des milieux modestes auraient moins accès aux technologies numériques. Sur le papier, pourquoi pas? Alors, la première chose, c'est que c'est à peu près faux. C'est-à-dire que on sait très bien que ce sont les élèves des familles les plus modestes qui sont les plus exposés aux écrans, hein, puisque les gens qui ont le loisir, la possibilité, les moyens comment dire, de proposer autre chose à leurs enfants le font. Donc, ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, ils font des voyages, ils font du sport avec leurs enfants. Donc, finalement, ce sont les enfants des familles les plus modestes qui sont les plus exposés aux écrans sous forme de jeux vidéo, de télévision, etc. Et que par ailleurs, les technologies qui sont enseignées aujourd'hui dans les écoles seront sans doute complètement obsolètes au moment où ces jeunes gens arriveront sur le marché du travail. Je prends l'exemple dans mon livre de ce qui avait cours quand j'étais enfant. On avait les premiers ordinateurs personnels à la maison. Moi, je jouais sur l'ordinateur de mon père, je jouais avec des logiciels qui s'appelaient à l'époque Multiplan, qui étaient l'ancêtre de Excel. Multiplan aujourd'hui est complètement oublié, enfin depuis longtemps, hein. Moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail en 1996-17, ça n'avait déjà plus cours. Donc en fait, cette idée qu'on peut apprendre aux enfants à utiliser les technologies d'aujourd'hui pour les appliquer demain est évidemment une hérésie. Alors, je n'ai rien contre l'idée qu'on puisse familiariser des enfants avec, par exemple, ce qu'on appelle le codage, la logique du codage. J'ai une amie qui fait ça, qui s'appelle Marilyn Pernet, qui a monté une entreprise qui s'appelle Digital, qui enseigne le codage sans écran. C'est-à-dire qu'elle arrive dans les classes et elle permet aux enfants de se familiariser avec des algorithmes qui ensuite permettent de comprendre comment on peut coder, comment on peut, oui, coder pour l'informatique. Mais ce sont des choses qui se font sans écran et ce sont des choses qui ne doivent pas être obligatoires dans les écoles. Un enseignant qui ne voudrait pas enseigner ça ne devrait pas être obligé de le faire.
Or, c'est devenu obligatoire. Les salles de classe et les écoles ont été envahies d'ordinateurs qui, en général, fonctionnent très mal. Parce que qui dit ordinateur dit maintenance. Et ces établissements n'ont pas les moyens de payer des gens pour faire la maintenance. Euh, Concrètement, c'est très compliqué en fait de maintenir un parc informatique destiné à des enfants qui ne sont pas forcément très précautionneux. Les adultes eux-mêmes dans ces endroits sont pas forcément très connaisseurs de l'informatique, donc ils sont incapables de réparer ce qui ne fonctionne pas. Et de fait, ça ne marche pas. Il y a même un grand nombre de ces ordinateurs qui ont terminé sur le Bon Coin, revendus par les familles, puisque ça avait été offert aux familles, hein, tout ça avec de l'argent public évidemment, hein, puisque cet argent est gratuit comme chacun sait. Donc voilà, le problème, si vous voulez, c'est pas l'informatique en soi, c'est pas le numérique en soi. Le problème, c'est valable pour tout ce qui touche l'école, c'est l'imposition par l'État de manière centralisée, uniforme et obligatoire d'un nouveau dogme. Alors des nouveaux dogmes, il y en a tous les 2, 3 ans, et il y a une nouvelle mode. Ce qui est assez cocasse, c'est que ça fait à peu près 6 mois que j'entends dire qu'il faut supprimer les écrans pour les enfants dans les familles, dans les écoles, voilà. Donc le nouveau dogme est à peu près l'inverse du dogme précédent, c'est-à-dire qu'en gros l'informatique, enfin en tout cas les écrans sont diaboliques, hypnotisent les enfants, les empêchent de réfléchir, etc. Je vais dire, c'est cocasse. Ce serait cocasse, ce serait drôle si ça ne concernait pas des petits enfants, puisque évidemment, là, on peut pas faire des expériences. Ce ne sont pas des cobayes, ce sont des êtres humains, et euh, par définition, les enfants sont influençables. Donc il faut faire attention à ce qu'on leur propose. Tout à fait. Et du coup, vous en parlez un petit peu vous-même, enfin en tout cas on le comprend, vous parlez de la formation des enseignants, de cette formation centralisée et de cette imposition en fait comment dire, de programmes centralisés où parfois vous le dites selon les ministres, il y a tel ou tel dogme, telle ou telle chose qui sont imposées et vous prenez plutôt une école décentralisée si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on y gagnerait? Je prône une école non seulement décentralisée, mais libéralisée, c'est-à-dire dans laquelle enfants, enfin, élèves et professeurs auraient le choix de l'école publique, privée, sous contrat, hors contrat, etc., sous forme de la restitution de l'argent public qui leur revient. Aujourd'hui, un élève d'école primaire, ça coûte à peu près 7 000 euros par an à l'État. Ça coûte un peu moins cher dans les écoles privées d'ailleurs. Euh, je prône l'idée que sous forme d'un chèque, d'un compte épargne, peu importe, on restitue cette somme aux parents et qu'ils puissent, avec cet argent, scolariser leurs enfants là où ils le souhaitent, à partir du moment où les établissements respectent l'ordre public. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de faire la promotion des écoles coraniques ou d'écoles où on ne travaillerait pas ou d'écoles où les enfants seraient maltraités. On est d'accord qu'il faut qu'il y ait une inspection régulière, que ces établissements respectent l'ordre public, la sécurité publique et la tranquillité publique. Mais à partir du moment où ces établissements respectent comment dire, ces obligations-là, à partir du moment où ils se donnent comme objectif d'atteindre un niveau pour leurs élèves en fin de cycle, ce qu'on appelle la fin du cycle primaire, c'est le CM2 par exemple, on pourrait se mettre des objectifs en disant en fin de CM2, un élève doit savoir faire telle chose en mathématiques, en français, en histoire, etc. Et puis se dire que on met un examen de fin de CM2 et que les parents choisissent ensuite l'école qui convient le mieux à leurs enfants, à leurs convictions. Euh, on a quand même le droit d'avoir des convictions religieuses, une appartenance ethnique, culturelle, d'avoir envie que son enfant apprenne une deuxième langue. Après tout, pourquoi pas? À partir du moment où les enfants sont bien traités et où à la fin du CM2, ils savent tous poser les 4 opérations, calculer un pourcentage, parler leur langue et écrire leur langue, je vois pas tellement où est le problème. Et je prône la même chose pour la formation des enseignants. Aujourd'hui, pour devenir enseignant en France, donc il faut passer un concours qui, en gros, donne une espèce de rente à vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé votre concours, grosso modo, il peut plus vous arriver grand-chose. Il faut vraiment frapper un enfant ou être... même, hein, moi, je connais des gens qui ont commis des actes tout à fait déplacés sur des enfants. On se contente de les changer d'école en général, hein. Donc, les gens passent un concours qui leur donne le droit d'enseigner ensuite dans les établissements publics ou privés. C'est le même concours, mais on le passe dans 2 filières différentes. Et en gros, on les laisse tranquilles pendant les 40, 50 prochaines années pour exercer leur métier. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que les gens puissent se préparer à un examen où ils le souhaitent, que ce soit chez eux, dans un établissement public, dans un établissement privé. Il existe aujourd'hui des écoles privées de formation des maîtres, hein. Il existe l'ILFM, l'Institut libre de formation des maîtres,
et l'École professorale de Paris, qui forme plutôt des professeurs de collège, euh, mais que les gens aient le choix de la filière de formation, qu'ensuite ils passent un examen, ils obtiennent ou pas cet examen, et tous ceux qui obtiennent le niveau suffisant pour avoir cet examen s'inscriraient sur une liste d'aptitudes. Ça se fait dans plein de pays, hein. Je suis pas en train d'inventer quelque chose de complètement révolutionnaire, hein. On inscrit ces gens-là sur une liste d'aptitudes, puis ils candidatent, comme on candidate dans une entreprise, en fonction des postes disponibles dans telle ou telle école, et ils deviennent contractuels avec la collectivité qui les emploie. Ce qui suppose aussi, évidemment, de défonctionnariser le métier. Donc c'est là où, en général, je me fais pas que des copains, de défonctionnariser le métier, de supprimer l'obligation de mobilité géographique, puisque les professeurs aujourd'hui sont soumis à cette obligation qui est complètement délirante. C'est-à-dire que votre mari part à l'autre bout de la France, parfois vous pouvez pas le suivre parce qu'il n'y a pas de poste ou je sais pas quoi, vous pouvez pas candidater dans une école privée juste à côté parce que ça suppose que vous quittez la filière publique et que vous ne pourrez plus jamais y revenir. Et ça suppose aussi évidemment d'assouplir, voire de supprimer la carte scolaire, qui, au passage, est une invention du régime de Mussolini. Il faut quand même le savoir, hein. La carte scolaire, c'est une invention des fascistes italiens. Et de toute façon, la carte scolaire en elle-même est déjà un aveu d'échec, puisque quand on est obligé d'imposer aux gens de rester près de chez eux, ça suppose qu'ils ont très envie de quitter leur quartier. Et ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire de ce quartier, de l'école du coin, un endroit agréable. Donc je pense que la carte scolaire est en soi un aveu d'échec. Donc D'accord. voilà, donc moi je suis pour la libéralisation à la fois de l'école pour les élèves et des filières de formation pour les enseignants. Ouais, ça nous permettrait de voir quelles écoles réussissent le mieux et peut-être de voir des méthodes pédagogiques, celles qui fonctionnent vraiment et celles qui... Parce que du coup, les gens iraient vers ces écoles, vers Ah, les écoles évidemment. où ces méthodes fonctionnent, du coup. Enfin, ça doit exister, mais enfin, il y a quand même assez peu de parents qui ne souhaitent pas le meilleur pour leurs enfants. Donc, au bout d'un moment, la concurrence, si vous avez un examen de fin de CM2 dont les résultats sont publics et transparents, c'est-à-dire qu'on sait école par école que, voilà, dans telle école, il y a 90% de réussite, dans telle autre, il y en a 98, ben, les parents ne sont pas fous, ils vont forcément mettre leurs enfants là où la réussite est la plus importante, là où les professeurs sont les plus méritants, etc. Donc, la concurrence est toujours bonne, il n'y a pas de raison de s'en méfier, autre que de vouloir préserver des places, des rentes, de l'argent, sans doute. Il est évidemment beaucoup plus facile d'ouvrir une ligne de crédit que de la fermer, hein. Il y a aussi à l'éducation nationale un très grand nombre de directions qui sont absolument surnuméraires et dont les fonctions se superposent, enfin qui n'ont pas de raison d'être, qui ont été créés au fil du temps et qu'il est aujourd'hui impossible de fermer parce que ce sont des dizaines, des centaines, parfois des milliers de fonctionnaires qui travaillent là-dedans. Il faudrait fermer des lignes de crédit. C'est quasiment impossible en France aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Je voulais rester un petit peu sur la formation des enseignants. Vous nous expliquez dans le livre que la formation des enseignants est très idéologisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement, parce que vous donnez des exemples concrets dans le livre et très parlant, je trouve. Voilà, nous expliquer comment ça fonctionne en fait. Alors, ça ne date pas d'hier. Il y a un très bon livre d'une dame qui s'appelle Rachel Boutonnet, qui s'appelle Le journal d'une institutrice clandestine, dans lequel, comme son nom l'indique, elle tient journal pendant sa formation d'enseignante dans le public. Ce livre doit dater de 1999, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier, ça a déjà 25 ans. Et dans lequel elle raconte la manière dont on lui farcit la tête, on essaye de lui farcir la tête, puisque elle explique qu'elle commence à tenir son journal pour éviter de tomber dans le piège, pour garder la distance vis-à-vis de ce qu'on lui enseigne. Avec des théories comme celle évidemment bien connue, qui consiste à dire que l'élève doit être au centre de l'école, du système, on dit. L'élève doit être au centre du système, pauvre élève, que la transmission est une violence de classe. Parce que, évidemment, elle suppose un héritage. Qui dit héritage dit inégalité, inégalité de patrimoine. Le patrimoine étant ici considéré comme un patrimoine immatériel, hein, puisque on a déjà tout fait pour que le patrimoine matériel ne se transmette pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire puisque ça n'a pas fonctionné? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est empêcher que le patrimoine immatériel se transmette des parents aux enfants. Donc ça se fait par le fait de prendre les enfants très jeunes. Maintenant, l'obligation scolaire court à partir de 3 ans, hein, jusqu'à 16 ans. Et ça se fait aussi en empêchant les enseignants
de transmettre les savoirs, les disciplines, les connaissances. Donc, ce qui est enseigné aujourd'hui aux jeunes recrues, c'est que la transmission est une violence, que il faut en gros s'aligner sur le moins disant, sur le moins bon élève. Ne faut pas le violenter, il ne faut pas le stigmatiser. Alors, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de stigmatiser les mauvais élèves, hein, c'est pas l'objectif non plus, mais de Ouais. là à dire qu'il faut proposer des œuvres que les mauvais élèves peuvent lire pour éviter d'augmenter et d'accroître les inégalités, ça veut dire qu'en gros, on prive les bons élèves de la possibilité de s'instruire, hein. Mm. Ça veut dire que on propose aux futurs enseignants des méthodes qui ne sont pas des méthodes didactiques, c'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas à enseigner des disciplines, mais on a remplacé tout ça par de la pédagogie qui, de mon point de vue, est une fausse science. La pédagogie étant une espèce comment dire, de domaine un peu nébuleux dans lequel on fait entrer à la fois la bienveillance, ce qu'on appelle le care, des idées sur comment dire, le développement intellectuel de l'enfant qui change en permanence, hein, puisque les psychologues et les psychiatres se contredisent d'une génération à l'autre. Donc on ne sait jamais en fait comment l'enfant est perçu par les nouvelles générations de psychiatres. Et finalement, ça aboutit à des choses comme des anecdotes, hein, moi je raconte dans mon livre, des jeunes enseignantes qui s'entendent dire tu ne dois pas transmettre. Donc c'est interdiction de transmettre. Des enseignantes qui s'entendent dire que la bibliothèque ne doit pas être un lieu de calme et de lecture. La bibliothèque doit être un lieu d'animation. Alors moi je suis sortie de cette formation en 2004, si je ne me trompe pas. Euh, en ne sachant absolument pas comment enseigner à mes élèves à poser une division, par exemple. D'accord. En revanche, j'étais convaincue qu'il fallait absolument que je transforme tout en situation problème. Donc, il ne s'agissait pas d'arriver devant les élèves en disant, voilà, aujourd'hui, je vais vous enseigner comment on pose une division et à la fin du cours, vous saurez poser une division. J'arrivais en classe en disant, en imaginant un problème à résoudre par les enfants pendant 20 minutes, une demi-heure, je les laissais mariner dans leur jus. Et l'idée, c'était qu'à la fin de cette réflexion personnelle des enfants, en général en groupe, hein, l'idée, c'était surtout pas de travail individuel, on met tout le monde en groupe en permanence, que à la fin de cette espèce comment dire, de réflexion collective, les élèves eux-mêmes auraient découvert l'algorithme de la division. Évidemment, ça ne se produit pas. Aucune chance qu'un enfant, seul ou même avec ses copains, découvre l'algorithme de la division. Ce sont des centaines, des milliers d'années de réflexion de l'être humain pour en arriver là. Alors, ce que l'enfant peut découvrir, c'est que peut-être son papa, il y a 15 jours, lui a dit, tu sais, mon chéri, je vais t'apprendre à faire une division. Donc, en fait, il y a toujours des parents qui transmettent. Et Ouais. donc, il y a toujours, c'est une espèce d'illusion. Les professeurs se disent, bah oui, non, mais ils ont trouvé comment faire une division. Mais c'est parce qu'il y en a un qui a dit, ouais, non, et moi, papa, la semaine dernière, il m'a montré comment poser une division. Donc, en fait, Ouais. c'est quand même la transmission qui fait le boulot, mais la transmission des parents. Et c'est là où c'est complètement injuste et on obtient l'effet inverse de celui recherché. C'est-à-dire que, à force de ne pas transmettre à l'école, sous couvert, avec l'idée qu'il ne faut pas accentuer les inégalités, on les accentue évidemment, puisque qui reçoit quand même une transmission, un héritage, ce sont les enfants qui ont la chance d'avoir des parents qui peuvent s'occuper d'eux à la maison le soir, des gens qui prennent le temps de regarder les devoirs, etc., et de compenser ce que l'école ne fait pas. Et c'est ce qui provoque les inégalités les plus importantes, je crois, dans l'école, enfin, de toute l'Europe, l'école française est celle qui reproduit et accentue le plus les inégalités sociales, avec une politique qui dit qu'elle fait exactement l'inverse et des moyens financiers délirants mis en œuvre pour faire l'inverse. Donc on obtient l'effet inverse de celui qu'on recherche et personne ne se pose la question de savoir pourquoi. On dit cette lutte contre les inégalités ne fonctionne pas, on va l'accentuer, on va lutter davantage contre les inégalités. C'est le principe en général du socialisme. Le socialisme ne fonctionne pas. Alors il y a deux réponses. Soit c'était pas le bon socialisme, on va en trouver un autre. Soit ben, on va faire plus de socialisme et là on est sûr que ça va fonctionner. Évidemment, ça ne marche pas.
D'accord. Donc, ce que vous dites en réalité, c'est que l'école ne transmet plus de connaissances et que du coup, eh bien, la transmission des connaissances ne se fait que chez dans les Oui. familles où les parents ont déjà cette connaissance et qui la transmettent à leurs enfants, ce qui accentue les inégalités. J'ai bien compris. Oui, alors modérando, le fait que les parents eux-mêmes qui ont maintenant, bah, les parents des petits-enfants qui ont aujourd'hui 10 ans sont des gens qui ont forcément entre 35 et 50 ans et eux-mêmes ont été mal enseignés. Donc il y a quand même des connaissances qui se perdent définitivement. C'est pareil pour les enseignants. Les enseignants qui arrivent aujourd'hui sur le marché, si tant est qu'on puisse pas parler de marché quand on est dans des métiers de fonctionnaires, les enseignants qui arrivent aujourd'hui dans le métier, on va dire, sont des gens qui ont aujourd'hui donc entre 25 et 35 ans, hein, on va dire, qui ont eux-mêmes, qui n'ont pas bénéficié d'une transmission de connaissances et de savoir. Donc il y a des choses qui se perdent définitivement. Je pense que c'est terrible parce que c'est 2000 ans d'histoire de l'Occident, un peu plus, hein, si on compte l'Antiquité grecque et romaine. 2000 ans qui sont mis entre les mains de gens qui ne sont pas enseignés, qui n'ont pas reçu cet héritage. C'est vertigineux. On est d'accord. Et pour creuser un petit peu plus cet élément que vous mettez à notre vue, euh, je vais, euh, je vais vous demander, en fait, vous soulignez en fait que les jeunes Français ne sont plus incités à lire des classiques de la littérature. Alors moi, ça me choque parce que moi, je suis sorti de l'école en troisième, hein, parce que j'étais un petit peu pénible, on va dire, à l'école. Et du coup, ben voilà, je suis entouré justement de classiques et j'ai lu des classiques et j'ai découvert tellement de pépites, j'ai appris tellement de choses. Et je crois que j'aurais appris beaucoup plus de choses si j'avais des gens qui m'avaient orienté sur les bonnes œuvres tout de suite. Et vous nous expliquez que ça n'existe plus ça à l'école, c'est-à-dire que on ne fait plus lire de classiques de la littérature aux enfants, c'est trop difficile pour eux, c'est violent. À votre avis, pourquoi est-ce que, alors, on a bien compris que c'est parce que on refuse qu'il y ait transmission, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne fait plus lire de classiques de la littérature et qu'est-ce qu'on leur propose à la place du coup? Alors, il y a d'autres raisons. Bon, la première, la plus importante, c'est quand même celle qu'on vient d'évoquer. Ensuite, la deuxième, à mon avis, c'est que les professeurs eux-mêmes ne lisent pas de classique. Il y a très peu d'enseignants, en tout cas d'école primaire, parce que moi, c'est ceux que je fréquente le plus, hein. Et je vais pas cracher sur tous mes collègues, mais il y en a quand même très peu qui lisent encore des livres classiques ou de la littérature, de la bonne littérature étrangère traduite. C'est très, très rare. D'ailleurs, il y en a énormément qui ne lisent pas, tout simplement. Donc, il y a cette raison-là. Il y a aussi le fait que les classiques aujourd'hui, enfin, les classiques euh, véhiculent des valeurs des idées qui ne sont plus du tout à la mode et qui sont, voire des stéréotypes qui aujourd'hui sont condamnés par le politiquement correct, hein. Il est évident que si on lit avec des enfants, je sais pas, Madame Bovary ou Saint-Julien l'Hospitalier, on est en plein Occident chrétien, patriarcal, blanc. Il y a pas, évidemment, dans Madame Bovary, il n'y a pas de personnage de couleur, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, il y a pas de chinois dans Madame Bovary. Tout ça, ça semble scandaleux aujourd'hui. Madame Bovary est un personnage en plus qui semble comme ça perdue, soumise. Elle se trompe, elle trompe son mari. Enfin, tout est fait pour que ce personnage féminin soit un petit peu méprisable. Et c'est comme ça que l'a voulu Flaubert. Et aujourd'hui, c'est inadmissible. Je vous parle pas évidemment des personnages de Victor Hugo. Voilà, Jean Valjean, le héros est blanc, sans doute hétérosexuel. Enfin, on ne sait pas, remarquer. Mais de là en faire un personnage homosexuel, ça c'est compliqué quand même. Tout ça fait que le wokisme ambiant interdit à certaines personnes, parce que ça c'est de l'autoconviction. Pour l'instant, l'éducation nationale n'interdit pas ce genre de choses. En revanche, elle incite très fortement par ce qu'on appelle les instructions officielles, qui comprennent des listes de livres, on va dire, proposés aux enseignants, qui sont quand même très fortement, euh, on incite quand même très fortement les enseignants à proposer ces livres-là. Ce sont des livres qui parlent beaucoup de migrants, comment dire, d'identité. Je pense à Sans culotte et Sans papier, par exemple, qui est proposé à des petits enfants de 8-9 ans, hein. Ou alors, voilà, des livres qui déconstruisent les contes de fées, hein. Moi, je me suis aperçue que même dans des milieux assez, on va dire, pour employer un langage marxiste, favorisés, une partie des enfants ne possédaient pas, ne connaissaient pas les contes de fées. Si je leur demande d'écrire, de résumer en quelques lignes un conte de fées, même en leur laissant le choix, il y en a un grand nombre qui sont incapables de faire ce travail.
En revanche, on leur propose tout de suite les comptes, ce qu'on appelle les comptes à l'envers, ou de réécrire les comptes de nos jours. Hein. Évidemment, là, c'est prétexte à tous les militantismes possibles. C'est-à-dire que les personnages deviennent écolos, les personnages deviennent, comment dire, lutte pour l'égalité entre les garçons et les filles. Évidemment, hein, La Belle au bois dormant, Ah, il faut qu'elle devienne militante. On ça peut me plus fait penser. l'embrasser comme ça. Ça fait Oui, peur parce que là tout de suite vous me faites penser à 1984 de George Orwell où on réécrit l'histoire. oui, Ce fameux oui, Smith réécrit l'histoire au fur et à mesure. C'est ça qui se passe à l'école. oui. Oui, et là où il va falloir être extrêmement méfiant, c'est que le délire n'est pas français, n'est pas que français. Le délire est occidental et en particulier européen. Il faut savoir que l'Union européenne en ce moment se penche sur les programmes des pays membres et travaille sur des programmes communs. Hmm. Qui dit programme commun dit socialisme, hein, forcément, puisque ça devient collectif. Il va falloir que tous les pays enseignent en tout cas l'histoire de la même façon. Hmm. L'histoire mémorielle, évidemment. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire, hein. Il s'agit de faire de la mémoire, comme d'habitude. Ouais, Et tout ça sous l'égide d'institutions comme le CDE, des institutions comme ça, c'est très difficile de critiquer ça en plus, parce que c'est toujours, évidemment, avec le prétexte, justement, de lutter contre les inégalités. Alors, quand vous dites, moi, je suis pas d'accord avec cette uniformisation des contenus, etc., on vous qualifie d'immonde droitard, capitaliste, qui rêve de reproduire les inégalités. Oui, alors vous, évidemment, vous êtes une grande bourgeoise, vous êtes contente de la situation actuelle, vous voulez que rien ne change. Tout ça en ne sachant pas d'où viennent les gens. Les gens ne savent pas ouais, d'où je viens, ils ne savent pas qui sont mes parents et que je ne suis pas du tout une grande bourgeoise, que je viens d'un milieu modeste, etc. Mais le simple fait de ne pas être d'accord avec cette lutte permanente pour l'égalitarisme, je ne parle pas d'égalité parce que c'est vraiment de l'égalitarisme, c'est un dogme, c'est une idéologie, vous range dans la catégorie des salopards. Voilà, c'est tellement simple. Enfin, c'est la tactique habituelle des antifascistes. Hein, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, ça date du début du XXe siècle. C'est très simple. Hein. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Voilà. Donc, il faut se méfier, je crois, du fait que ça ne soit pas uniquement français et que ça devient inattaquable parce que c'est considéré comme tout ce qui est européen est considéré comme une garantie de la paix. Hein, l'Europe est une garantie de la paix. On ne revivra plus jamais la Seconde Guerre mondiale grâce à l'Europe, etc. hmm, Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la paix, en tout cas la paix à l'intérieur des pays, n'est pas garantie du tout, et que la montée de la violence se fait d'autres manières, et qu'on ne peut pas empêcher la réalité de reprendre le dessus. Voilà, mais moi, ce que je vois là, c'est une montée de l'international, une espèce d'international éducative. L'éducation sexuelle est très présente dans leur discours. Euh, et ça fait peur, en fait. Enfin, moi, ça me fait peur pour mes enfants, ça me fait peur pour les générations qui viennent. Et pour mon métier, c'est-à-dire que j'aime ce métier, si on m'oblige à enseigner comme ça, je serais obligée de le quitter. ouais, c'est ça. Alors, je voulais justement aller un petit peu plus loin sur ce que vous avez initié. À l'heure de cette internationale de l'éducation, je reprends vos mots. Vous nous parlez. Alors, en France, on est très fiers d'avoir, et vous le dites dans le livre, et je trouve que c'est très pertinent. Vous nous dites qu'en France, on est très fiers d'avoir sorti les religions de l'école. Et effectivement, moi-même, j'en suis très fier. Mais il y en a d'autres qui sont rentrés et qu'on n'identifie pas comme des religions. Vous nous parliez justement de cette éducation sexuelle, les théories du genre, mais aussi l'écologisme. Toutes ces choses-là entrent à l'école de manière hyper idéologisée et on dirait des religions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu au niveau comment dire, de ces incitations de l'éducation nationale, comment ça fonctionne et comment on essaye de pousser les professeurs comment dire, à pousser ces idéologies et à les transmettre aux élèves, plutôt que leur transmettre du savoir pour le coup. Bah, elles ont remplacé, ces dogmes-là ont remplacé les contenus disciplinaires dans les programmes. C'est tout simple, hein. On a sorti des programmes les contenus disciplinaires pour y faire entrer ces religions. Donc, si vous regardez les programmes, c'est officiel. Vous allez sur le site de l'Éducation nationale. Si vous prenez le temps de lire les programmes, aujourd'hui, ils sont infestés d'écologisme, d'éducation sexuelle, de bienveillance, alors évidemment, vous arrivez sur le site de l'Éducation nationale, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il n'y a pas si longtemps, il y a un mois ou deux, c'était l'école de la confiance,
Mais l'école, c'est pas fait pour donner de la confiance, c'est fait pour donner de l'instruction. Et puis après, les gens avec ça acquièrent de la confiance. Il me semble que c'est dans ce sens-là que ça se passe. Oui, alors on fournit aux enseignants des mallettes pédagogiques de toutes sortes, hein. Genre, il y a la mallette pédagogique écolo, hein, dans laquelle on propose des séquences à faire en classe avec des espèces de délibérations où certains jouent les gens du GIEC, d'autres jouent les contradicteurs. Alors évidemment, les contradicteurs doivent perdre, donc le scénario est écrit à l'avance. La mallette pédagogique à laquelle je pense propose des scénarios qui sont écrits jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, on propose aux enfants d'organiser des débats, mais l'issue du débat est connue d'avance, en tout cas par l'enseignant. Si les enfants se permettent d'avoir une opinion dissidente, on les remet dans le droit chemin. Euh, L'éducation sexuelle aujourd'hui est considérée comme comment dire, un moyen de lutter contre les grossesses non désirées, etc. Pourquoi pas? Mais alors pourquoi aller enseigner à des mômes de 2 ans ou 3 ans que on dit pas zizi et zézette, mais vulve et pénis et phallus? Il me semble qu'il y a 2 ou 3 ans, c'est pas nécessaire de connaître les mots. Les enfants s'apprennent ça entre pairs. Enfin, un môme de 2 ans qui va voir un môme de 3 ans qui lui dit, tu sais, c'est bizarre, tiens, lui là, j'ai vu, il a un drôle de truc, il appelle ça la zézette. Il n'a pas besoin de savoir que ça s'appelle un phallus ou une vulve. C'est une violence en fait pour lui. Or, c'est devenu l'idée générale, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 séances d'éducation sexuelle par an à partir, pour l'instant, je crois que c'est à partir du CP, mais le projet, c'est de mettre ça à partir de la maternelle. Qui dit 3 séances ne dit pas 3 heures. Une séance, ça peut être une matinée. Ouais. Donc, potentiellement, on peut se retrouver avec des enfants qui, en CP, se retrouvent avec 9 heures d'éducation sexuelle dans l'année, ou 10 heures, euh, à parler des règles de leur mère, de donner, voilà, un- comment dire, un schéma légendé, les noms très précis des parties du corps, sous couvert de leur enseigner que leur corps est un trésor, qu'il ne faut pas que les adultes puissent les toucher quand ils ne le souhaitent pas, etc. Encore une fois, c'est très difficile d'attaquer ça, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'un enfant de 4 ou 5 ans doit pouvoir dire à un adulte qui a des gestes déplacés, non, c'est mon corps, tu ne me touches pas. Mais ça va très loin, l'éducation sexuelle qu'on leur propose aujourd'hui va très loin aussi comment dire, dans l'exposé de situations qui semblent un petit peu anecdotiques pour des enfants de cet âge-là. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer qu'il y a des adultes qui changent de sexe, on va leur expliquer que 2 hommes qui sont ensemble peuvent avoir un bébé, mais que bah, c'est pas grave, c'est normal, voire c'est bien, voilà. Toujours pareil, sous couvert de lutter contre l'homophobie, et on est tous d'accord qu'il faut lutter contre l'homophobie. Est-ce qu'il faut lutter contre l'homophobie à 3 ans? J'en suis pas certaine. C'est comme l'informatique. Il me semble qu'avant le collège, il faut ficher la paix aux enfants avec ces sujets-là. Il faut leur donner le nécessaire pour être capable de comprendre un texte, de lire, écrire correctement. Il faut leur donner le nécessaire pour être capable de calculer, de ne pas se laisser piéger par des pourcentages. Voilà, dans la presse, moi, j'arrête pas de lire des pourcentages. Les journalistes prennent la partie pour le tout et le tout pour la partie. Enfin, c'est fascinant. L'innumérisme du journaliste actuel, c'est complètement fascinant. Donc, il faut que les enfants puissent être éduqués à ça, hein, enfin instruits, et que, pourquoi pas, au collège, on apprenne aux jeunes femmes à se protéger contre les grossesses non désirées. Pourquoi pas? À partir de 10-11 ans. Avant, il me semble que c'était un petit peu jeune quand même. Ouais, c'est clair. On a vraiment l'impression que on apprend plus les idéologies aux enfants et on s'étonne que quand ils arrivent en sixième, ils ne savent pas écrire, lire, compter. Je crois qu'il n'y a rien d'étonnant là-dedans, en fait. Ils perdent beaucoup de temps sur des Oui. sujets qui ne sont pas de leur âge et qui ne sont parfois pas importants. Ben, il y a une statistique, je crois que ils perdent sur le temps de l'école primaire quelque chose comme 900 heures de français. Ça, c'est 600 heures de français, je sais plus, c'est en centaines d'heures en tout cas, ça c'est sûr. Et je suis d'accord, on leur enseigne comment penser, pardon, on l'enseigne quoi penser et pas comment penser. On l'enseigne très précisément ce qu'ils doivent penser de chaque sujet. Ouais. Et moi, je me retrouve avec des petits-enfants. Moi, j'ai 2 fils, des enfants qui me font la morale quand je mets pas le trognon de pomme dans la bonne poubelle, Encore à une 8 fois, ans, c'est très orwellien, hein. Dans 1984, les enfants surveillent et dénoncent leurs parents. bien sûr. Euh, Dans votre livre, vous écrivez, c'est une petite citation que j'ai prise de votre livre que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? C'est, je cite, ce n'est pas le bonheur qui fait l'apprentissage, mais c'est l'apprentissage qui fait le bonheur.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Parce que je trouvais ça très intéressant. Alors évidemment, ceux qui nous regardent, je les incite fortement à lire le livre et ils comprendront en fait ce que veut dire cela. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que ça veut dire? En quoi l'apprentissage, en quoi les connaissances nous rendent heureux, plutôt que le fait de vouloir à tout prix sans connaissance nous rendre heureux à l'école, en fait. Mais, en fait, c'est dans un chapitre dans lequel je parle du bien-être à l'école et je dénonce le fait qu'on y fasse entrer des gourous, Développement des gens qui personnel. pratiquent, des gens qui déclinent dans l'univers scolaire j'appelle ça des idéologies aussi. L'Express a publié un dossier il n'y a pas très longtemps là-dessus, qui ont cours dans les entreprises aujourd'hui, le coaching en développement personnel, enfin, tout ce qui laisse penser aux Julia gens de Finesse, qu'ils sont maîtres. pardonnez-moi, Julia Pardon? de Finesse. Non, pardonnez-moi, je vous coupe juste 2 secondes, une petite parenthèse. Julia de Finesse dénonce ça dans Développement impersonnel. Un livre très intéressant que je conseille. Exactement. Hmm. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, vous êtes maître de votre destin, vous pouvez tout contrôler, il suffit d'ouvrir vos chakras. Alors, pour l'un, c'est ouvrir ses chakras, pour l'autre, c'est faire de la méditation transcendantale. Enfin, j'y connais rien, ça m'intéresse pas. Il se trouve que ça m'intéressait pas jusqu'au moment où ça a commencé à pénétrer dans les écoles. Et là, ça devient très, très dangereux, je crois. Si vous allez sur Internet et que vous regardez, vous tapez bienveillance école, vous voyez des trucs complètement hallucinants, des vidéos dans lesquelles les professeurs se vantent, se targuent de faire du développement personnel avec leurs enfants, de donner tous les matins la couleur des émotions, ils font des checks avec leurs élèves pour savoir, bon bref. Et tout ça en prétextant que si on n'est pas heureux, on ne peut pas apprendre. Alors, c'est une espèce de dévoiement de la pyramide des motivations d'Herzberg et Maslow. C'est-à-dire, en gros, on est d'accord que si on a très froid ou si on a très faim, on ne peut pas apprendre. Et encore que, j'en suis pas certaine. Mais voilà, l'idée, c'est si on n'est pas heureux, si on n'est pas épanoui, si on n'est pas, c'est ça, si les gens ne sont pas bienveillants, on ne peut pas apprendre. Alors, moi, il me semble que c'est l'inverse. C'est pour ça que j'ai écrit cette phrase. Il me semble que c'est parce qu'on apprend. Parfois, moi, je sais pas, j'ai eu des professeurs qui n'étaient pas sympathiques et qui pour autant étaient d'excellents professeurs. Des professeurs qui ne nous tapaient pas dans le dos en riant, en racontant des blagues, mais qui étaient d'excellents professeurs parce qu'ils maîtrisaient parfaitement leur discipline et parce qu'on sentait qu'ils avaient une envie folle de nous la transmettre, parce que c'était leur passion. Et donc, de mon point de vue, on est heureux parce qu'on apprend. Euh, on se, on est heureux parce qu'on est fier d'avoir appris quelque chose, parce qu'on peut, pour un petit enfant, le montrer à ses parents, le montrer à ses grands frères, ses grandes sœurs. Euh, Prenons l'analogie, je sais pas quoi, de l'apprentissage d'un instrument, par exemple. Quand vous Ouais. commencez à apprendre un instrument, c'est extrêmement ingrat. Le début de l'apprentissage d'un instrument, ça n'est que de la souffrance. On va apprendre à lire les notes en 2 clés, c'est horrible. C'est des heures de souffrance. Apprendre à poser les doigts au bon endroit sur un piano. Moi, j'ai fait du piano, mais j'imagine que c'est la même chose si on fait de la guitare ou du violon. Enfin, c'est que de la souffrance. Et au bout d'un moment, on commence à attirer une jolie mélodie de son instrument, on commence à pouvoir être fier de ce qu'on fait. Et ça rend heureux. Et quel que soit finalement l'état d'esprit qu'on avait en attaquant cette difficulté-là. Et il y a des tas de gens, il y a des tas d'exemples dans la littérature, dans l'histoire, de gens qui étaient parfaitement malheureux, parfaitement dépressifs, ou qui ont vécu des périodes horribles. Hein. Je pense aux guerres, aux crises qui ont émaillé le XXe siècle, et qui sont devenus de très grands écrivains, qui sont devenus de très grands ingénieurs, qui sont devenus de très grands scientifiques. Est-ce que ça signifie que ces gens-là auraient pu apprendre encore mieux s'ils avaient été épanouis? Peut-être. Je suis pas sûre. Je suis même assez convaincue que que les difficultés qu'on rencontre dans la vie sont des mobiles, des motifs et des motivations pour apprendre. Par ailleurs, c'est un ami qui m'a dit ça et je pense qu'il a 1000 fois raison. Quand vous n'aimez pas un professeur, la pire chose que vous puissiez faire à un prof que vous n'aimez pas, c'est de l'obliger à vous mettre 20 sur 20. Il n'y a rien de pire pour un professeur qui peut pas vous saquer que d'être obligé d'aligner les 20 sur 20 sur vos copies. Et donc, je pense que le fait d'être en opposition avec un professeur, de ne pas trouver qu'il est... il y a des professeurs qui sont pas du tout dans le développement personnel, et je pense qu'ils ont raison, qui sont parfois même parfaitement antipathiques. La pire chose que vous puissiez faire pour vous venger, c'est de l'obliger à vous mettre 20 sur 20. Voilà. Et je crois que ces enfants qu'on maintient dans l'idée qu'il faut qu'ils soient heureux pour apprendre, alors ils comprennent très bien ce qu'on leur dit. Ils s'en saisissent. Il y a des enfants aujourd'hui qui revendiquent
le fait de faire des transitions avec la respiration, de faire du yoga en classe. Ah, mais avec vous, madame, on fait pas de yoga. Bah oui, non, on fait pas de yoga, non, c'est sûr. On n'a pas le temps. Pardon, vous savez toujours pas calculer un pourcentage au moment où on est au mois de mai. On va plutôt calculer les pourcentages plutôt que de faire du yoga. Mais en fait, ils s'en saisissent, ils savent très bien, parce que c'est une pente naturelle à l'homme j'allais dire de faire du yoga plutôt que de ne rien faire, hein. Parce que faire du yoga, c'est quand même un peu ne rien faire en classe, pardon. Je veux pas froisser les gens qui sont eux-mêmes yogis chevronnés, mais en l'occurrence, ça n'a pas sa place en classe. clairement. Dans le livre, vous consacrez un chapitre en fait à l'inégalité que subissent les garçons dans le système scolaire français. Alors au préalable, vous nous expliquez, vous nous parlez d'études qui montrent que une élève, une petite fille en fait, apprend mieux avec un professeur qui est du même sexe. Et c'est la même chose pour les garçons. Vous nous Mm. expliquez que du coup l'univers de l'enseignement est très féminisé et que du coup ça crée des inégalités puisque les garçons, eh bien finalement, apprennent moins bien avec des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces inégalités que subissent les garçons en cette ère féministe? Alors moi, je suis pas scientifique, donc je me suis basée sur des études à la fois de scientifiques et de psychologues Ouais, qui démontrent ça, et sur un excellent livre qui est d'un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Auduc, qui s'appelle Sauvons les garçons ou Sauver les garçons, je ne sais plus, qui montre que il y a deux phénomènes concomitants dans la société française en particulier, mais enfin, on les rencontre sans doute ailleurs aussi, qui sont la superposition d'une fracture sexuelle et d'une fracture ethnique. C'est-à-dire que les petits garçons, déjà, ont une appétence moins importante pour les apprentissages. Je parle des apprentissages euh, assis sur une chaise 6 heures par jour avec une maîtresse qui raconte l'histoire de France ou voilà. Que par ailleurs, ils ont besoin de s'identifier à des hommes et que l'école française aujourd'hui est à 90%, l'école primaire, hein, est composée de femmes, ce qui, au passage, participe de la dévalorisation du métier et des salaires. Bon, c'est un autre sujet. Ces enfants-là ont besoin d'apprendre par comment dire, par les gestes, en faisant des choses, comme autrefois mon père me raconte que quand il était jeune à l'école de garçons, puisqu'à l'époque les enfants étaient séparés, ils avaient beaucoup de ce qu'il appelle lui les leçons de choses. Donc on observait, je sais pas quoi, la craie pour apprendre le calcaire, etc. À 6 ans, 7 ans, hein. Aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout. Ça ne se fait plus du tout, puisque encore une fois, on fait du yoga et on apprend aux enfants à ouvrir leur chakra. Donc, on peut pas faire ça, on peut pas en même temps faire des leçons de choses. Et par ailleurs, euh, l'enseignement, on va dire, fait par les femmes est souvent euh, très littéraire, très basé sur voilà, le fait de raconter, etc. Moi, je suis une femme et je sais comment je fais. Je ne suis pas exempte de ces péchés. Euh, cette fracture sexuelle se superpose à la fracture ethnique actuelle qu'on rencontre en France, c'est-à-dire des enfants, un grand nombre d'enfants qui viennent d'Afrique subsaharienne, de pays du Maghreb, qui sont éduqués pour les filles dans l'idée elles sont des moins que rien, et pour les garçons dans l'idée qu'ils sont des rois et qu'ils n'ont rien à faire à la maison, ils ne font rien du tout non plus. Sauf qu'on les a pas prévenus, les pauvres choux, que dans la vraie vie, aujourd'hui, en France, la concurrence avec les femmes est absolument libre et que leurs sœurs leur tante, leur cousine, elles, qu'on a traitées comme des moins que rien, ont très envie de se sortir de leur milieu, qu'elles rêvent souvent d'ailleurs d'épouser quelqu'un qui n'est pas du tout de leur milieu, et elles font des études, parfois brillantes, qu'elles font beaucoup d'efforts il suffit de se promener à la Défense pour voir un grand nombre de jeunes femmes maghrébines sortir du métro, tirées à quatre épingles, tailleurs, talons, cheveux coiffés, enfin, qui sont sans doute dans des beaux postes, parfois des postes d'assistanat, c'est sûr, mais qui font très bien leur travail, vous verrez très peu d'hommes maghrébins sortir du même métro en costard-cravate. Ces gens-là, en fait, malheureusement pour eux, parce que c'est pas de leur faute, en fait, hein, c'est leur éducation qui produit ça, sont éduqués dans l'idée que tout leur est dû. Ils peuvent pas comprendre quand ils arrivent à l'école ensuite que ils ont des mauvaises notes alors que ils pensent que ça leur est dû. Mais il faut travailler pour avoir des bonnes notes. Leurs petites sœurs sont au courant, eux ne le sont pas. Et donc, cette superposition sexuée, je sais pas comment dire, oui, sexuée et ethnique, fait qu'aujourd'hui, parmi les gens qui sortent sans rien du système scolaire, hein, on va dire qu'il y a environ 100 à 150 000 jeunes gens qui sortent aujourd'hui de l'école à 16 ans en n'ayant ni diplôme, ni emploi, ni apprentissage, ni rien du tout. Il y a une très grande majorité de garçons, je crois que c'est 2 tiers de garçons,
Et parmi ces garçons, il y a encore une majorité de gens qui viennent de l'immigration, enfin, des gens qui sont issus de familles où on les éduque de cette façon-là. Ce qui est terrible, parce qu'en fait, c'est basé sur un mensonge, il faut arrêter de leur mentir. Hein, la concurrence, elle est valable pour eux aussi. Donc, il suffirait d'arrêter de leur mentir. Voilà. Alors, quant à la fracture sexuelle, comment dire, elle ne peut pas se résoudre autrement que par le recrutement davantage de professeurs hommes, je crois, pour proposer à ces petits garçons des modèles masculins. Mais ça ne se produira pas tant que le métier sera dévalorisé. Et ce D'accord. métier, il est dévalorisé pour d'autres raisons qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire en gros un métier de fonctionnaire dans lequel il n'y a plus de concurrence, dans lequel il n'y a pas de possibilité d'évoluer, dans lequel vous êtes voilà géographiquement on alloue des ressources euh, à une école, à une région. On ne pose pas la question aux gens de savoir s'ils ont besoin de se former. Enfin, pour voir les catalogues de formation d'enseignants, c'est à pleurer de rire. Enfin, plutôt à pleurer, pleurer tout court. Moi, ça me fait rire, mais c'est vrai que c'est pas très drôle, hein, parce que c'est vraiment nul. Tout est nul. Ouais. Bon. Mais ça, malheureusement, ça joue en défaveur des garçons, oui. Pour sûr, petite anecdote, je suis sûr qu'il n'y a pas la formation laïcité parce que j'ai des enfants, j'ai 6 enfants, donc j'ai pas mal d'enfants et régulièrement je suis obligé d'aller faire des rappels à la laïcité à des enseignants qui n'y connaissent strictement rien. Ça fait peur, hein, vraiment. Ah bah pourtant, il y en a plein les programmes et si, des formations à la laïcité, il y en a beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est une mauvaise compréhension du mot. Ouais, c'est une compréhension peut-être américaine du mot, je pense. Vous évoquez également dans votre livre la période Covid que nous avons tous vécue et vous, en tant qu'enseignante, vous avez apparemment tiré quelques leçons de cette période-là, même beaucoup de leçons. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous avez vécu ce moment en tant qu'enseignante et comment vous avez géré ça avec vos élèves et ce que cela vous a appris? Je dois le titre de mon livre à cette période, puisqu'en fait, je me suis aperçue que un grand nombre de parents se fichaient absolument de savoir quel contenu je délivrais à leurs enfants. Ce qui les intéressait, c'était que je m'occupe, enfin, que je les occupe, quitte à leur faire colorier des mandalas toute la journée. C'était ça. En gros, combien d'heures dans la journée ils allaient pouvoir tenir leurs enfants tranquilles avec les documents que j'envoyais par mail et le travail que je leur demandais de me rendre. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre La Grande Garderie, puisque j'ai constaté que il n'y avait jamais aucune manifestation de parents contre le mauvais niveau des enseignants. En revanche, si les enseignants sont trop souvent absents, là, c'est la révolution chez les parents. C'est-à-dire on ne trouve pas normal que les enseignants ne soient pas à leur poste. En revanche, ça ne dérange personne qu'ils fassent mal leur travail. Et donc cette période qui était un peu comme pour tout le monde, hein, j'ai trouvé que c'était très compliqué de faire la classe à distance. Moi, j'ai un grand plaisir à être devant mes élèves, donc c'était très frustrant, disons. M'a quand même montré ça et je l'ai signalé aux parents. Hein, je leur ai dit, vous savez, vous devriez demander, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre, demander le programme. Vous devriez demander le programme. Vous devriez non pas me demander quels sont les prochains documents, mais quelle est la prochaine notion Mm. voilà, le mois, voilà, par exemple, je sais pas quoi, le mois d'avril, au mois d'avril, qu'est-ce que vous auriez fait si vous les aviez eus en classe? Bah, j'aurais sans doute enseigné, je sais pas quoi, les temps composés, la proportionnalité, je sais pas quoi. Finalement, ça, vous pouvez l'enseigner en tant que parent si vous le souhaitez. Vous trouvez 1000 ressources, peut-être que vous-même, vous êtes capable de le faire sans aller relire des livres d'ailleurs. Mais non, en fait, ce qu'on me demandait, c'était d'envoyer des documents. J'aurais pu faire, je vous dis, j'aurais pu faire des mandalas, des mots croisés toute la journée. Ce qui comptait, c'était que je les occupe. Et d'ailleurs, je me suis retrouvée avec 2 élèves supplémentaires parce qu'il y a des enseignants qui ont jeté l'éponge, qui ont disparu de la circulation. Et j'avais des amis, donc 2 amis, qui se sont retrouvés avec chacun une fille qui n'avait plus de professeur et qui m'ont dit, est-ce que tu veux pas les prendre dans ta classe, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une classe. J'ai accepté, évidemment. Aucun des deux ne m'a demandé ce que j'allais faire avec leur fille. Il se trouve qu'on se connaît bien, ils ont confiance, ils se sont dit, bon, elle va les faire travailler, mais aucun des deux ne m'a demandé si mon enseignement était dans la continuité de ce qui avait été fait pour ces petites filles dans les trimestres précédents. Aucun des deux ne m'a demandé si, comme c'était pas mes élèves, comment j'allais les évaluer, etc. Ce qui comptait, c'était que je les occupe, que j'envoie un maximum de choses à faire et que 6 heures par jour, comme à l'école, ces petites filles soient occupées. Je le comprends, moi-même, je me suis retrouvée avec mes 2 fils
dont un était au CP, à essayer de les faire travailler à la maison, c'est vrai que c'était compliqué de gérer des enfants en plus de son métier, en plus de voilà des attestations et tout ce qu'on a subi à ce moment-là. Mais je trouve ça dommage et assez grave finalement que les parents n'aillent pas davantage mettre leur nez dans les programmes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui changeraient leurs enfants d'école s'ils découvraient ce dont on a parlé tout à l'heure, le degré d'idéologisation des programmes et donc le degré d'idéologisation des professeurs. Mais ils ne peuvent pas être au courant puisqu'ils vont pas, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ce qui les intéresse, c'est de mettre leurs enfants à la garderie. Ouais, donc du coup, c'est peut-être aussi une grande partie du problème et de tout ce qu'on dénonce depuis le début, enfin de tout ce que Oui. vous dénoncez depuis le début de cette vidéo, c'est que les parents en fait ne s'intéressent plus à toutes ces choses et qu'on peut quasiment faire n'importe quoi à leurs enfants tant qu'on les garde et tant qu'on les Oui. garde 6 heures par jour, et bien tout va Et, et d'ailleurs, il y a des études assez concordantes dans tous les pays du monde sur l'instruction en famille qui montrent que les enfants qui sont instruits en famille, alors en général, les gens font de l'instruction en famille pour l'école primaire. Ils s'arrêtent, souvent ils s'arrêtent au CM1, voilà, ils commencent, ou voire au début au CP, au CE1. Mais souvent, ils apprennent à lire à leurs enfants à la maison, etc. Donc l'instruction en famille donne de très bons résultats. C'est-à-dire que si on suit ces enfants pendant une douzaine d'années, on se rend compte que leurs résultats ensuite, au baccalauréat, à l'université, etc., sont plutôt meilleurs que ceux qui ont été scolarisés très jeunes. Il y a une corrélation inverse entre l'âge de scolarisation et la réussite scolaire. Ce qui est l'inverse aussi de ce que disent tous les hommes politiques actuels, euh, tous, mais la plupart d'entre eux disent qu'il faudrait scolariser les enfants encore plus jeunes que ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui c'est 3 ans l'obligation scolaire et on parle de l'abaisser à 2 ans. C'est du maoïsme, hein, c'est retirer leurs enfants aux parents pour faire table rase justement de ce fameux héritage. Et l'épouvantail, ce qui fait que ce discours fonctionne très bien, c'est l'islam. C'est évidemment, si on laisse les enfants à leurs parents, ils vont leur vriller la tête, leur faire lire le Coran toute la journée. On ne peut pas aligner une politique sur le moins-disant. Encore une fois, on ne peut pas empêcher tout le monde d'instruire ses enfants en famille, puisqu'aujourd'hui, pour faire l'instruction en famille, aujourd'hui, c'est très compliqué, hein. bien. Ouais. Ça s'est passé d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation avec Monsieur Blanquer, ce qui est quand même un peu surprenant. On pensait que Monsieur Blanquer est un ministre un peu, on va dire, traditionnel, un peu de droite, pour le dire un peu schématiquement. Et en fait, il a non seulement abaissé l'âge de scolarité obligatoire de 5 à 3 ans, mais il a quasiment interdit l'instruction en famille en changeant le régime administratif. Et aujourd'hui, si vous êtes dans un département, on va dire de gauche, il y a 100% de refus de l'instruction en famille. Si vous êtes dans un département de droite, il y a 100% d'acceptation. Ce qui fait que Ah c'est ouais. complètement inégal sur le territoire. Ah oui, oui, c'est fou. Parce que les gens, forcément, vont devant le tribunal quand vous avez envie d'instruire votre enfant à la maison, que les parents sont disponibles, etc. C'est un crève-cœur de les emmener à l'école. Donc il y a beaucoup de gens qui luttent pour avoir le droit de garder leurs propres enfants et qui se retrouvent parfois face à des refus massifs. Oui, oui. D'accord. Ben écoutez, merci pour cet échange vraiment passionnant. Vous soulignez vraiment des problématiques intéressantes pour notre système éducatif. Vous avez une critique vraiment très intéressante. Il me reste une petite question, enfin deux petites questions. La première, c'est quelles sont, même si on en a parlé quand même un peu tout au long de cette vidéo, mais si on peut les résumer, quelles sont les solutions en fait que vous, les solutions les plus importantes que vous prôneriez pour parer à tout ce qu'on a décrit tout au long de cette vidéo? La libéralisation de l'école, c'est-à-dire des écoles, c'est-à-dire de l'école pour les élèves, le fait de restituer sous forme d'un chèque, par exemple, ou d'un compte épargne, la possibilité financière aux parents de scolariser leurs enfants là où ils le souhaitent. Ouais. Euh, c'est une mesure juste et égalitaire, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est-à-dire que le fait, aujourd'hui, il y a 56% des Français qui, s'ils le pouvaient, scolariseraient leurs enfants dans une école privée. C'est la dernière, ça date de 2023, je crois, ce sondage. C'est l'IFOP, hein, c'est pas moi. C'est pas, je dis pas ça comme ça au doigt mouillé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a en gros 36% des gens qui sont privés de cette possibilité puisque l'école privée est plafonnée à 20% des effectifs. Donc, première chose, libéraliser l'école, libéraliser la formation des enseignants, défonctionnariser le métier, provoquer une vraie concurrence et une vraie émulation entre les enseignants, que le meilleur gagne et que le meilleur ait le droit d'enseigner et que les mauvais s'en aillent. Enfin, supprimer la carte scolaire et
la sectorisation, c'est deux choses différentes. La carte scolaire concerne les enseignants, en réalité, la sectorisation concerne les élèves. Voilà, donc je pense que ce sont les trois, les trois mesures urgentes. Donc, libéralisation du financement, hein, que l'argent public suive le choix privé, euh, défonctionnalisation du métier, suppression de la carte scolaire. D'accord. Une dernière petite question et puis on aura terminé. Simplement, eh bien, quel livre vous nous proposez, à part évidemment le vôtre que je propose moi-même à la lecture, pardon, hop, La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Mais est-ce que vous avez, vous, d'autres livres à Oui. proposer? Bah, je vous ai cité Le journal d'une institutrice clandestine, qui est vraiment, alors ça se lit très vite, c'est un petit livre et c'est à la fois très drôle, c'est écrit sur un ton très enlevé, comme ça, elle est très ironique, hein, c'est vraiment très drôle à lire. Il y a, alors, le titre exact, ça doit être L'histoire du petit Pierre qui ne savait pas lire de Chantal Delsol, qui Ouais. est un livre très touchant, c'est très tendre et en même temps, c'est Chantal Delsol, donc c'est évidemment brillant et très intelligemment analysé sur l'échec scolaire des petits-enfants. Je ne suis pas d'accord avec lui sur les solutions, mais sur le constat, vous pouvez lire les livres de Monsieur Brigelli, Ouais. qui fait évidemment les mêmes constats que moi, qui est peut-être encore plus virulent, et qui est professeur, qui était professeur de collège ou lycée, je crois, donc qui a un angle de vue un petit peu différent. Il est très jacobin, il n'est pas libéral du tout, mais sur les constats, on est vraiment d'accord. Ouais. Il y a plein de textes de Hannah Arendt sur l'éducation qui sont passionnants. Pareil chez Peggy, il faut les trouver parce ils sont répartis dans différents livres, hein, mais Peggy et Hannah Arendt ont une vision de l'éducation qui est pas du tout la même d'ailleurs, mais qui est, enfin, comment dire, ils ne réfléchissent pas au même thème, mais qui Mm. sont passionnantes et évidemment extrêmement bien écrits. Je vous encourage à aller, alors ce sont pas des livres, mais il y a un site passionnant qui est celui de Monsieur Laurent Laforgue, qui a été un moment à la commission des programmes, qui est professeur de mathématiques, médaille Fields, hein, donc quand même un bon niveau, et qui a beaucoup réfléchi à l'enseignement, en particulier des mathématiques, mais il a une vision plus large que ça, qui a démissionné du conseil des programmes en disant que de toute façon, son opinion n'était pas du tout écoutée, qu'on n'en tenait pas compte. Et il y a évidemment les excellents livres de Philippe Nemo. Alors, je pense que ça doit être dans. Moi, j'ai dû le lire dans un livre qui compile plusieurs livres qui s'appelle La France aveuglée par le socialisme, dans lequel il y a des passages assez, j'allais dire croustillants, oui, parce que Philippe Nemo fait aussi beaucoup d'ironie. C'est à la fois très drôle et très cinglant sur l'éducation nationale. Et il y a un livre alors je ne sais plus le nom, c'est une journaliste de l'Obs qui a écrit un bouquin sur les professeurs dans les années, ça doit dater des années 90-2000, quand elle a eu ses enfants à elle à l'école, elle a vu l'étendue des dégâts et elle est allée enquêter en tant que journaliste sur le système. Elle interroge des ministres, elle interroge des gens qui sont à la tête des directions, alors, la direction départementale du numérique, la direction régionale du je sais pas quoi, de l'écologie. Enfin, et c'est absolument passionnant. Je ne me souviens plus du nom de la dame. Voilà, mais Philippe Nemo, Chantal Delsol, Peggy Arendt et Brigelli évidemment, et puis cette dame, euh, Rachel Boutonnet, qui écrit. Ça, c'est peut-être le premier à lire pour se mettre en jambes et en appétit, puisque c'est vraiment très drôle. D'accord. Ben, écoutez, merci de votre disponibilité, merci d'avoir accepté l'invitation. Et évidemment, je recommande aux téléspectateurs, eh bien, ce livre, La Grande Garderie, de Lisa Kamen-Hirsig, aux éditions Albin Michel. Je vous mettrai un petit lien en description pour acheter le livre. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Merci Cyril.